Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge. Aujourd'hui, la voiture qu'on essaye, la voiture dont on va mesurer les consommations et calculer les autonomies. Vous attendez ces chiffres. C'est la Xpeng P7 Plus. Long Range Propulsion, fiche technique. C'est parti pour la fiche technique, autonomie WLTP 530 km, batterie 74,9 kWh, type de batterie LFP, transmission aux roues arrière, puissance du moteur 313 chevaux, 450 Nm de couple, 6 secondes 2 pour faire le 0 à 100, une vitesse max de 200 km/h, poids à vide 2100 kg. Au niveau de la recharge, en AC 11 kW max, en DC 446 kW max pour un 1080 en 12 minutes. Le prix du modèle de base c'est 49 990 € et le prix du modèle essayé 50 790 € à cause de sa couleur. Voilà, c'est fait. Bon, Xpeng P7 Plus, on l'a déjà fait plusieurs fois. On a fait la présentation statique à Guangzhou, donc on va pas vous refaire une présentation du tableau de bord, des sièges, tout ça. Ça, c'est dans la vidéo que j'affiche ici et dont le lien est en bas de la description. Vous pouvez aller la voir si vous voulez avoir plus d'informations sur cette voiture. Ensuite, on a fait un essai roulant à Barcelone avec cette voiture. Ouais. Donc pareil, on parle du one pedal, on parle d'un peu tout, du système, etc. Donc on va pas revenir dessus. Ça, c'est dans la vidéo qui est affichée ici et dont le lien est aussi en bas de la description. Et également, si vous voulez vraiment voir ce que permet de faire cette voiture en Chine avec son autopilote qui est plutôt de zinzin, conduite autonome, bah du coup, vous pouvez également regarder la vidéo où je sais la tester en Chine. Le lien est en bas de la description. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la conso, ville, route, autoroute, et donc les autonomies qui en résultent. N'hésitez pas à vous abonner parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir des voitures. Et surtout les avoir longtemps et hyper tôt. J'ai pris la voiture, elle avait 40 km. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram parce que c'est sur Instagram qu'il y a toutes les news, les actus, les backstage de la chaîne. C'est cool aussi. Et si vous vous intéressez aux panneaux solaires, aux batteries, tout ça, vous pouvez également vous abonner à la chaîne secondaire, la chaîne HomeTech. Une vidéo super sympa tous les 6 mois. Mais super sympa. voilà. Bon allez, on se met dans les voitures et puis on va partir. Qu'est-ce que... Allez. Allez. Bon bah c'est... Non, moi je pensais de là, moi. Ah bah on est au même endroit. C'est rare qu'on soit comme ça. Oh. Le parcours ville, c'est environ 17 km dans les rues de Lateste de Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. C'est parti. Eh bien, on attaque la ville par la présentation rapide de la voiture. Tout de suite, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un X-Combo qui se déclenche. Celui-là, c'est un X-Combo de ma mode entrée terminée, c'est un X-Combo de ma composition. Quand on s'assoit dans la voiture, eh bien ça désactive l'alerte de survitesse, l'alerte de franchissement de ligne et l'alerte de surveillance conducteur. Et puis ça dit mode entrée terminée, comme ça je sais qu'il s'est exécuté. Ça, c'est les X-Combo, je trouve ça vraiment génial. Si vous ne savez pas de quoi je parle, si vous ne savez pas ce que c'est les X-Combo, regardez les 2 vidéos qu'on vous a présentées avant et voir toutes les autres vidéos Xpeng qui sont dans la playlist Xpeng sur notre chaîne YouTube. C'est vraiment génial, ça permet de configurer la voiture à sa sauce. On vous a déjà présenté l'intérieur de la voiture dans les 2 précédentes vidéos dont je vous ai déjà parlé. Juste, on va parler de l'intérieur noir rapidement. Franchement, et je pense que... Attends, je vais demander d'ailleurs à Alex. Alex, est-ce que tu es d'accord pour dire que l'intérieur noir de cette voiture versus l'intérieur blanc, c'est exactement comme dans la Kona 2, où l'intérieur noir, on dirait presque un utilitaire, et l'intérieur blanc, on dirait que c'est classe. C'est vrai qu'en blanc, ça en jette beaucoup plus quand même. Il y a des voitures où la différence, elle n'est pas énorme. Là, pour moi, c'est pas la même voiture. La deuxième chose dont on n'a pas parlé dans les vidéos précédentes, et là, je vais vous en parler, c'est l'assistant vocal. Il a un petit bug, et je pense que ça va être corrigé prochainement. Ça, c'est assez marrant. Hey, Xpeng, coucou, ouvre la boîte à gants. le coffre s'ouvre. Moi, j'adore quand les assistants vocaux, ils se chient comme ça. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, pour fermer le coffre, on peut appuyer ici. Et pour la boîte à gants, on peut appuyer ici. Et on a une boîte à gants. Donc voilà, tout le reste, on vous en a déjà parlé. On va pas refaire le tour. Là, on va juste parler du Ioniq 28 Challenge. Le Ioniq 28 Challenge, il doit faire entre 18 et 25 degrés. Entre 15 et 25, mais idéalement 18. Actuellement, il fait 17. C'est parfait et la température va monter. On doit se mettre en régène la plus forte. Donc nous, c'est le cas conduite. Je suis en mode individuel. Donc je mets la régène la plus élevée, le one pedal. Et on doit être en mode de conduite confort ici, voilà. Pas en mode sport. Alors moi, je vous le dis, j'ai un réglage individuel pour la voiture où je mets la réponse de puissance sport pour que ça ressemble le plus possible à ma Tesla, pour qu'il y ait du répondant. Et après, tout le reste, je le mets en confort parce que cette voiture est ultra confortable, c'est hyper agréable. Donc voilà, là, on est en mode Ioniq 28 Challenge. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sortir de la voiture, je vais l'éteindre parce que oui, alors voilà, il y a un énorme défaut chez Xpeng. Peut-être c'est vraiment, pour moi, le seul vrai défaut. C'est que si je me mets ici, j'ai les consos depuis 2,5, 20, 100,
et depuis le démarrage. Ici, je peux remettre à 0 2 compteurs kilométriques, mais quand je mets à 0 les compteurs kilométriques, il n'y a pas de conso qui va avec. Donc je peux pas faire une conso globale depuis le début du test jusqu'à la fin du test pour faire l'écart à la recharge. Et je peux pas avoir les consos sur chaque tronçon. Donc ce qu'il faut faire, c'est sortir de la bagnole, la fermer. Ça va remettre à 0 la conso depuis le démarrage. Et on va faire ça entre la ville et la route et l'autoroute. Allez, je sors. Allez, on est parti. Donc quand on rentre dans cette voiture, la voiture démarre immédiatement. Je lance mon X-Combo pour virer toutes les alertes. Quand on rentre dans la voiture démarre. Dès qu'on sort, la voiture s'éteint. C'est magnifique. Enfin, moi, j'adore en tout cas. Et on a fait un sondage sur la chaîne EV sur Instagram. Et tous ceux qui ont déjà eu une voiture qui démarrait sans avoir appuyé sur un bouton préfèrent ça. Bon, mais je sais qu'Alex, il préfère un bouton. Mais il n'a jamais eu une voiture sans bouton. Pour avancer, c'est très simple. On baisse le levier. Pour reculer, on le monte. Pour passer en mode P, enfin en parking, on appuie sur le bouton. La base, j'appelle Alex. Ouais. Bon, on est parti. Donc, cette voiture a le one pedal, Alex. Oui, ça, je le savais. Oh, tu sais, à Barcelone, on avait dit le one pedal, il est un peu, il se laisse un peu glisser, il donne un petit coup à la fin. J'ai pris cette voiture après la Leapmotor B10. Bon, bah, le one pedal est très très bien. Quand on compare au pire, tout paraît bien parfois aussi. Hein. Non, mais regarde, par exemple, je suis arrêté. J'appuie un tout petit peu sur l'accélérateur. Voilà, je roule à 1 km/h, c'est possible. Si je lâche, ça s'arrête, ça roule un petit peu, ça s'arrête. D'ailleurs, je trouve qu'elle est moins violente qu'à Barcelone. J'ai eu une mise à jour, Alex, depuis Barcelone. On en reparlera tout à l'heure, mais il y a eu des améliorations. Il y a le changement de voie auto qu'à Barcelone, il était un tout petit peu violent. Là, il est beaucoup plus doux. Tu verras ça sur l'autoroute tout à l'heure. J'aime bien quand tu me laisses toujours plein de merde dans ton coffre. Ça fait plein de bruit quand on ralentit. Glong, 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 glong. C'est toujours un plaisir. J'ai l'impression d'avoir un utilitaire quand je prends ta Ioniq 28. Ouais, c'est un utilitaire. T'as des outils dans le coffre et tout, tronçonneuse. La pédale d'accélérateur, on l'a dit, il y a du lag quand on accélère, mais quand tu le mets en mode sport, ça réduit considérablement le lag et c'est vraiment agréable là. Pour le coup, c'est vraiment top. Moi, je verrai ça. Tu le verras pas parce que pendant le test, t'es en mode confort. Ouais, bah je verrai ça cette semaine donc. Ah oui, alors vous savez quoi? Alex, là, il l'a pas roulé. C'est que moi qui l'ai depuis que j'ai été là chercher à Paris. Mais après cet essai, il l'apprend pendant plusieurs jours. Et s'il a un avis qui change par rapport à cette vidéo, on l'incrustera à la fin, à la conclusion. Donc restez jusqu'à la conclusion. Tu vois, j'aime pas trop l'esthétique de cette voiture. Je suis pas fan. Par contre, faut avouer que quand tu freines, la signature lumineuse, il y a un effet un peu, je sais pas pourquoi, mais un effet un peu K2000. Quand tu freines, t'as le aileron qui s'allume plus, les deux bandes, mais dans la barre. C'est pas toute la barre qui s'allume. Je trouve que c'est assez osé de l'avoir fait comme ça. Et je trouve ça plutôt stylé. Alors, je vais te dire un truc. Les gens se retournent sur elle. Et je pensais pas parce que c'est une berline, mais elle a quand même une gueule d'ovni. Ou alors c'est sur moi, évidemment. C'est toujours la question qu'on se pose. Ouais. Arrête de te la poser, JC. J'ai entendu ton. Ouais. On peut mettre fin à cette démarche. Arrête de te la poser. Juste le ouais suffisait. Le ouais, il voulait tout dire. Bon, en tout cas, la conduite en ville, on en a déjà parlé. C'est très très confortable. Les sièges sont ultra confort, chauffants, massants, ventilés, etc. La direction est ultra douce. La pédale, elle est ultra douce. Même en mode sport, il n'y a pas d'à-coup. Après, c'est vrai que ce que j'avais ressenti avec cette voiture, c'était vraiment ce côté, c'est hyper doux dans tout ce que tu veux faire. Vraiment, le zen, de toute façon, c'était le terme qu'on avait repris en Espagne. Une voiture qui est hyper zen à conduire. En ville, il y a tout ce qui est, je vous le montre, caméra 360, 3D, etc. On voit la voiture rouler, on enlève la 3D, il y a un mode avec les 4 vues sur les 4 jantes, etc. Bref, même si elle est grande, elle fait 5,5 m, quelque chose comme ça, 5,7 m, je sais plus. Il y a le parking auto, on va l'essayer à la fin de l'autoroute, etc., etc. Il y a quand même plein d'aides pour s'en sortir, pour voir les abords de la voiture, machin. On l'a déjà dit, en ville, elle a un défaut, c'est le VESS. Dès qu'on passe sous les 25 km/h, il y a ce bruit pour avertir les piétons qui est quand même relou, mais je sais que Xpeng est au courant et pousse très fort. Xpeng France pousse très fort pour que ça évolue de ce côté-là sur les prochaines mises à jour et qu'on puisse baisser ce volume sonore parce que quand même, c'est abusé. Qui nous mettent un son dans la voiture qui annule le son du VSS. Mais c'est vrai, pourquoi nous on l'entend? Surtout qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a un réducteur acoustique actif dans la voiture. Ouais. Et il y a un autre truc que je voudrais dire, c'est que, quand même, c'est toujours mon mystère à moi, les Tesla ne font toujours aucun bruit quand elles roulent. J'aimerais comprendre comment c'est possible. Du coup, si vous le savez, mettez-le nous en commentaire, ça nous intéresse. Et puis, évidemment, il y a le tête haute avec le GPS devant, là. Si on cherche sa route, il y a le GPS devant notre tête, c'est parfait. Allez, le passage à niveau. J'ai même pas senti qu'on était passé sur un passage à niveau. Moi, tes outils dans le coffre me l'ont rappelé.
D'abord, il n'y a pas d'outils dans le coffre, c'est tout le bordel de tournage. Et deuxièmement, j'ai entendu à travers le téléphone, ça fait plus de bruit que dans ma voiture. Là, il y a un arrêt de bus. Il y a 30 personnes qui attendent, je suis sûr que je les fais tous rentrer dans la bagnole. Bon allez, on se retrouve à la fin de la ville. Je vous l'ai dit, hein, on détaille pas, allez, à tout de suite. Bon, eh bien, nous arrivons. Je vais regarder la conso dans quelques instants. Je vais pas vous la dire. Je vais pas le dire à Alex non plus. Ce sera la surprise à la fin de la vidéo. Et d'ailleurs, je le dis jamais, mais la vidéo, comme toutes nos vidéos, elles sont un peu longues mais chapitrées. Alors, si vous voulez aller direct au conso, parce que vous avez l'impression de déjà tout savoir sur la P7 Plus, c'est possible, vous pouvez y aller. Je te vois dans mon angle mort. Ah. Je vous montre. Attends, je prends la conso en photo d'abord. C'est excellentissime. Je suis sur mon séant. Alors maintenant, on va regarder si la voiture compte les consos à l'arrêt. On va voir si la conso augmente. Bref, je vous montre. Là, c'est mon tête haute et regardez, là, il y a l'angle mort. Ça, c'est génial. Et quand on change de côté, on l'a de l'autre côté. Et ce qui est ouf, c'est que quand on passe la marche arrière, on a la caméra arrière aussi. Et comme ça fait petit. Mais en fait, c'est vraiment très très grand. Quand on pète deux vitres, 3, 2, 1. tac, tac. Victoire Ioniq 28. Et quand j'appuie sur P, ça met le frein à main. Je l'ai pas dit, mais voilà. Je l'avais entendu. Excellente consommation. Ça me paraît ambitieux, excellente quand même. Excellente, c'est moins de 10. Hein. Bonne consommation. Ah. Non, mais là, rien à dire. Par contre, la consommation, pour l'instant, n'augmente pas. Ah. Franchement, je pense que l'écart à la recharge qu'on va avoir à la fin, tellement c'est le bordel de compter les consommations, il voudra rien dire. Du coup, il faudrait peut-être mieux pas rester trop longtemps à l'arrêt. Bah, du coup, on passe à la route. Le parcours routier, c'est environ 25 km composé en grande partie de grandes lignes droites à 80 km/h et de ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Ah mais du coup, qu'est-ce qui part devant? Bah, vas-y. Shifumi. Oh non, c'est reparti. Putain, c'est pas possible. Shifumi. Allez! Ce qui est très énervant avec ce jeu, c'est que tu te dis, tiens, je vais faire pierre. Et après, je fais, ouais, non, il va pas faire ciseaux, c'est pas possible. Bon, vas-y, je fais feuille. Et après, tu dis, pourquoi j'ai pas fait pierre? Faut pas réfléchir. Faut faire au hasard. Bon, il part devant, ça n'a aucun avantage. Hein, c'est juste histoire de s'amuser un peu entre nous. Voilà. Et au milieu de la route, on change le sens pour pas qu'il y ait un avantage aérodynamique de l'un derrière l'autre. La consommation n'a toujours pas augmenté. Ça compte pas les consommations à l'arrêt. Bon, moi, je remets à 0, par contre, parce que moi, je peux. Alors moi, je vais remettre à 0 aussi. Comment? En sortant de la voiture. Ce qui est sympa, c'est que quand on sort de la voiture et qu'on s'éloigne, les portes se ferment et les fenêtres se ferment aussi automatiquement comme une Tesla. Alors, il y a Alex qui est en train de se foutre à poil et en attendant, on va faire un truc. C'est les vitres arrière, évidemment. Il faut avoir un petit bras, quoi. Un tout petit... Il y a ça pour passer un bras. On peut passer une autre partie de son corps, mais pas le bras. Je suis pas sûr que ça passe. Oh là, prétentieux. Attends, je montre. Attends. Ah, il est pas sûr que ça passe. Soit il est prétentieux, soit cette personne est impressionnante. Non, ou c'est un vrai handicap. Bon allez, on est parti pour la route, je passe devant. Je vous montre la caméra de recul. Voilà, c'est plutôt pas mal. On a la vue ici. Ah, il y a une voiture qui passait, elle m'a alerté. Bon voilà, la caméra 360, elle est cool, je l'ai déjà dit. C'est surtout le mode 4 jantes qui est vraiment sympa, où on voit où on met les roues, surtout avec une voiture aussi grosse. C'est plutôt cool. Tiens, je vais vous mettre en grand la vue autopilote. C'est un peu la même que chez tout le monde maintenant, hein. Copie de Tesla quand même. Elle est un peu moins bien représentée que chez Tesla parce que je trouve que les échelles sont pas bien respectées et le rafraîchissement est un peu moins fluide que chez Tesla. Néanmoins, est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à foutre de cette vue au final? C'est la question que je me pose. Bah, je pense que cette vue, elle est surtout là pour rassurer les utilisateurs qui sont pas très à l'aise avec les autopilotes. Le fait de voir ce que la voiture voit, bah, ça te met en confiance en fait. Après, il y a un truc qui est intéressant, c'est que par exemple l'autre jour, il y avait une voie d'autoroute qui était fermée avec, tu sais, des gros camions avec la grosse flèche lumineuse qui te disent qu'il faut sortir à la sortie. Elle les a affichés, représentés en camions de travaux, etc. Je trouvais ça très fort. Quand on passe dans les zones en travaux, les lignes là, elles sont plus blanches, elles sont jaunes. Elles montrent bien qu'elle a vu les lignes jaunes. C'est assez intéressant. Et elle reconnaît camions et tout. Bon bref, comme toutes les voitures, les anciennes Tesla, les chinoises, etc. Un coup ici, on passe au régulateur de vitesse. Et deux coups, on passe en autopilote. Voilà, là, donc j'ai le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien dans les voies. On en a déjà parlé dans notre vidéo à Barcelone. Ça marche vraiment très bien. C'est vraiment un système qui est fait pour les gens qui roulaient en Tesla et qui apprécient ça, c'est-à-dire qui laissent vraiment la voiture conduire. C'est un peu moins fait pour les gens comme Alex qui aiment bien co-conduire la voiture. Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment très bien. Le régulateur de vitesse adaptatif, il peut s'adapter automatiquement à la vitesse des panneaux ou
s'adapter manuellement à la vitesse des panneaux. C'est une petite option ici dans assistance conducteur. On clique sur confirmation du conducteur. À chaque changement de vitesse, il y aura un petit message qui vous dit poussez le commodo ici vers le bas quelques secondes et hop, ça ajuste la vitesse du régulateur à la vitesse des panneaux. Donc là, on a tout, auto ou manuel, c'est génial. Et est-ce qu'elle lit bien les panneaux? Alors, non. On va mettre une échelle maintenant. Sur 10, je dirais 6. Au-dessus de la moyenne, mais pas parfait. Pour ce truc-là, il faudrait presque un parcours de test en fait. Si vous voulez en savoir plus sur tout le système d'autopilote de cette voiture, on va lui faire passer l'autopilote challenge. On va décrire comment il fonctionne, on va le mettre dans nos épreuves de lane assist, on va noter son régulateur, on va même tester qu'est-ce qui se passe si on fait un malaise. Donc là, encore une fois, on en a déjà parlé à Barcelone de tout le système d'autopilote, donc on va pas en reparler là. Par contre, regardez là, il y a marqué gardez vos mains sur le volant. Je touche le volant à peine, le message s'efface, le volant est capacitif. Et ça, moi, j'adore. Et parfois, les volants capacitifs aiment pas me détecter par contre, mais sinon, j'adore. Sinon, si vous avez vu la vidéo à Barcelone, on avait essayé les phares de nuit parce que gros défaut de cette voiture par rapport à, par exemple, une Tesla, c'est qu'il n'y a pas les feux matriciels. Je l'ai conduite de nuit, ça va. Franchement, ça marche bien. Je trouve que c'est mieux qu'une G6. Mais on aurait préféré les feux matriciels, évidemment. Mais surtout pour une voiture qui est aussi tech, ça paraît vraiment une option de base de la tech en fait. Le trou dans la raquette, quoi. Ouais, très surprenant. Je suis désolé, cette vidéo est assez succincte, mais on a tellement parlé de cette voiture qu'on va pas se répéter 100 fois. Donc on se retrouve à la fin de la route. Allez, à tout de suite. Bon, eh bien, on se retrouve, on arrive vers la fin de notre parcours de route. Il y a des trucs que j'ai oublié de dire sur les aides à la conduite. Le volant est moins bloqué qu'avant, je trouve, chez Xpeng. Je vais tout vous dire. J'avais fait, quand j'avais eu une G6 pendant un mois, j'avais fait un retour à Xpeng France avec toute une liste de choses qui me paraissaient abusées et qui fonctionnaient mal, en particulier sur les aides à la conduite. Et j'ai repris ce document depuis que j'ai la P7 et je me suis rendu compte qu'il y a énormément d'éléments qui ont été corrigés. Par exemple, quand on reprend la main alors qu'on est en autopilote, on passe en co-conduite. La co-conduite avant était hyper désagréable, maintenant c'est beaucoup mieux géré, beaucoup mieux. Faut avouer qu'Xpeng France sont quand même bien à l'écoute de leur communauté, font en sorte d'être réactifs et corriger en tout cas les gros trucs et assez rapidement quand même. Même s'il y a des choses qui sont encore attendues, on le sait bien, hein, on sait bien qu'il y a des choses qui sont attendues qui arrivent pas tout de suite, mais c'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal. Et par contre, il y a un truc qui me manque par rapport à ma Tesla. On a eu cette conversation avec la B10 dernièrement. Quand je lance l'autopilote, j'aime bien être calé tout de suite à la vitesse à laquelle j'ai le droit de rouler. Là, il faut qu'on lance l'autopilote et ensuite qu'on baisse le commodo un petit peu pour être à la bonne vitesse. C'est dommage, ça fait une action en plus. Bref, on arrive à la fin de la route. On va tester le diamètre de braquage en tournant autour d'Alex. On le sait, hein, c'est pas une voiture qui a un super diamètre de braquage. moi je me gare, je fais le pivot. Mais Alex et moi, on a une Tesla Model 3 et une Ioniq 6 qui sont les pires voitures à ce niveau-là. Non, ça braque pas de ouf, hein, regarde. Là, je suis à fond, je peux tourner autour de la voiture sans la toucher. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On est très loin de la Citroën Ami quoi. Je vous affiche le diamètre de braquage en bas et pas le rayon parce que qui compte le rayon? Oh mais si le rayon. Bon allez, je fais la photo. Je suis un peu choqué des consos. T'as les coupés là? Bah ouais, de quoi on se parle? Bah oui. Attends, sur mon micro alors. Il veut même plus parler le mec. Ouais, j'étais en train de dire que j'allais monter dans la PC de plus moi. On fait un petit débrief ou pas là? Ah t'as besoin de ça? T'as besoin d'en parler? Oui, je vais te dire un truc. La conso sur route, Elle est dingo, tu aimes bien la dingo. c'est quoi pour toi excellent? Là je dirais moins de 11 allez. Elle est bien. Non mais putain! Combien ça pèse? Elle fait quand même 2 tonnes une. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il y a un petit bruit là? Ah non, c'est la tienne. Ah non, c'est toi qui... C'est ta vieillerie là qui... Comment il te parle ma bibiche? Il y a un ventilo à nettoyer là. Moi en attendant, elle a pas eu une panne 12 volts avant-hier. Allez, on passe à l'autoroute. Oh, il faisait un peu froid. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, l'altitude du point d'arrivée est la même que l'altitude du point de départ, et la vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Bon, c'est parti pour l'autoroute. On vous présente pas le planificateur. D'abord parce qu'on l'a déjà présenté dans la vidéo de Barcelone. Il y a une alarme derrière. Pourquoi quand on tourne? Et deuxièmement parce que on va faire un road trip avec cette voiture et on vous présentera mieux le planificateur au moment du road trip. On l'essaiera même et il rentrera dans le classement des planificateurs. Donc on vous présente pas le planificateur, on attaque direct et on va faire un petit Shifumi avant. Il y a un gros doute sur mes enregistrements. Donc Alex a un énorme doute sur les vidéos de cette voiture, de lui. Sur cette caméra là. Donc si c'était pourri avant, c'est cette personne. Faut bien que je fail une fois de temps en temps. Bon allez, Shifumi pour savoir qui part en premier. Shifumi. Bah c'est tout. Bon bah vas-y, Alex part en premier. Comment on conduit cette voiture? Alors qu'il l'a déjà bien roulé à Barcelone. Allez, bon bah on est parti.
Elle a un énorme cucu, cette voiture. C'est vrai que, tu vois, je la reprends direct, c'est hyper smooth quand même. La direction, tout est en douceur en fait. Tu sens que c'est... Comparé à la Ioniq, la direction, elle est plus dure sur la Ioniq 28. Hein. Ah, t'as vu la signature lumineuse quand on freine, c'est pas mal quand même. Attends, bouge pas, freine, je montre. Voilà, ça fait ça. Il y a de la lumière partout sur cette voiture. Ça doit faire augmenter la conso, toute cette lumière. Bah ouais, c'est pour ça que Audi, eux, en mode Eco Plus, ils coupent la signature lumineuse. Ah, c'est ridicule. Genre, ça doit consommer 50 watts, même pas. C'est des LED. C'est tombé. Bon, on attaque l'autoroute. Alors, cette voiture, 5 mètres et des saucisses, forcément, c'est une routière. Donc, on va parler rapidement de tout parce que vous savez déjà tout si vous avez déjà vu les précédentes vidéos. Ce que vous voulez savoir là, c'est combien ça consomme à 130. Et on va se mettre à 130, c'est parti. Allez, je mets le régulateur, donc deux coups vers le bas. Je reste appuyé pour le caler à 130. Pourquoi il se cale à 100 là? Ah, il croit qu'on roule à 100 ici. Bon, ça commence bien. Là, je suis à 130, régulateur. Alors, est-ce que si je bouge un peu le volant? Ouais, voilà. Si je bouge un peu le volant, direct, ouais, déjà, ça fait un petit à-coup quand même. C'est difficile de pouvoir être en co-conduite. Ouais, moi, c'est un petit peu trop verrouillé pour moi quand même. Mais je te dis, c'est plus verrouillé sur l'autoroute que sur la route. À partir du moment où il est sur l'autoroute, il met en place le changement de voie auto et il verrouille un peu plus le volant. Moi, c'est pas la question de changer de voie tout seul. Le problème pour moi d'un volant trop verrouillé, c'est que parfois, je trouve que la position dans la voie est pas là où je voudrais être. S'il est un peu trop près d'un camion quand je suis en train de le doubler. Donc, j'ai envie de me décaler un petit peu sur le côté. Et du coup, juste se décaler un petit peu, déclenche une résistance et un mouvement parasite qui fait que ça fait un mouvement un peu brutal, quoi. Par exemple, oui, changement de voie auto, je viens de le faire là. C'est impeccable. Contrairement à la concurrence qui souvent met un peu de temps avant de valider, c'est bon, on est OK, vas-y, on y va. Là, je le refais, je mets un coup de clignotant, hop, il y va direct. C'est passé quoi, une seconde, tout pété quoi. Et en plus, c'est hyper clair avec le tête haute, on voit parfaitement ce qu'elle va faire, rien à dire. Donc, on est sur autoroute et pour aller vite sur autoroute, il y a 2 critères principaux ou 3, on va dire. Il y a la consommation, forcément, moins on consomme, plus on pourra faire un grand rayon d'action sans avoir à recharger. Il y a la capacité de la batterie, donc plus on a une grosse batterie, plus on pourra aller loin forcément. Et le troisième point, la vitesse de charge. Donc là, sur ces 3 critères, déjà la vitesse de charge, la Xpeng, là il tue tout le monde, en tout cas actuellement. Et vu qu'on peut faire un 10 à 80% en 12 minutes avec des bornes qui développent au moins 300 kW, sinon c'est un peu compliqué d'atteindre les 12 minutes. On est plus à 12-13, je crois, si on a des 250. En gros, il faut une borne à partir de 350 pour faire les 12. À une borne 300 kW, tu vas faire 13-14. Et puis ensuite, plus tu descends et plus c'est lent forcément. Mais j'ai compté que, genre sur une borne Tesla, où t'es limité à 100 kW parce qu'elle charge chez Tesla, du coup c'était genre 31 minutes quoi. Et ce qui est drôle, c'est qu'au final, c'est quand même plus rapide, ce que tu avais calculé, qu'une Model Y chez Tesla. Ouais, c'est ça. Donc en tout cas, ce critère, vitesse de charge, là, c'est ce qui se fait le mieux actuellement sur le marché en France. Et côté capacité de la batterie, on est à 74,9 kWh, donc ce qui est vraiment dans la norme aujourd'hui de la capacité de batterie standard, sans être sur un long range, sans être sur un truc limité pour les grands trajets. Donc c'est la norme, et là c'est plutôt bien. Et le dernier point, c'est la consommation. Et donc là, la consommation, on est en train de la tester. Et donc là, on va voir si c'est une routière à 100%, si elle nous fait une conso qui déchire tout. En dessous de 17-18 kWh, ce serait bien. J'ai du mal à y croire, on verra. Là maintenant, Alex, on va voir si la voiture accélère quand on double. Là, t'es à combien derrière le camion là? Là, je suis à 95. Attends, il s'en va, je vais attendre qu'il parte, ça va être parfait. Donc là, Alex, il est à 95 au régulateur derrière un camion. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est quand on met le clignotant pour doubler, la voiture accélère. On n'a pas besoin de mettre un coup de pied dans l'accélérateur pour pas faire chier les usagers derrière. Allez, je mets le clignotant, je suis à 90. En plus, elle a le changement de voie auto, c'est elle qui va le faire toute seule. Allez, commence à accélérer. Là, pour moi, c'était presque dans la voie. Parce que dès qu'elle commence à bouger le volant, ça a accéléré. Et l'accélération, elle est... Voilà, je suis à 130. Franchement, là, c'était presque parfait. Là. T'es calé à 130 là? Ouais. Alors, il y a un truc qui est très important là. C'est que je suis en train de suivre Alex. On sait que la Ioniq 28, quand on met 130 au régulateur, on est beaucoup moins haut. Donc là, j'ai mis le régulateur à 140 pour pouvoir le suivre. Et Alex, il est à 129. C'est-à-dire qu'en fait, la voiture, quand t'es à 130, compteur, t'es à 130 réel. Attention, parce que ça joue dans la conso quand même. Bah ouais. Bon, allez, on se retrouve à la fin de l'autoroute. À tout de suite. Bon, on arrive à la fin du trajet autoroute, figurez-vous. Donc, comme je l'ai dit, moi, je conduis en pédale sport pour qu'il y ait du dynamisme. Mais ça reste moins dynamique qu'une Tesla. Et toi, je sais qu'Alex, c'est le truc qui te plairait pas trop sur cette voiture. Ah ouais, je trouve qu'elle manque un peu de dynamisme. Après, sur autoroute, ça me gêne pas. Franchement, ça va. Ce qui me gêne vraiment sur autoroute, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le volant qui est un peu trop verrouillé. Je la trouve un petit peu trop à gauche sur la ligne, même si elle semble bien être au centre, mais je pense que je roule un peu plus à droite, moi, naturellement. Là, moi, dans mon rétro, je te vois un petit peu à gauche. Ah, pardon.
Par contre, effectivement, sur route secondaire, je trouve que ça manque un peu de dynamisme, un peu plus de réactivité. C'est quelque chose qui me touche plus que l'infodivertissement. Toi, il te faudrait la version performance avec deux moteurs peut-être. Peut-être. De toute façon, je pense qu'il y a peu de voitures qui réussiront à retirer ma voiture de cœur comme la Ioniq 5N. Tiens, j'en peux plus d'entendre Ioniq 5N. C'est vraiment un enfer. Bon, par contre, un truc où ça j'aimerais l'avoir dans ma voiture et dans toutes les voitures, c'est le changement de voie auto d'Xpeng. Ouais, on l'a dit et redit, mais là pour ça, ce sont vraiment des tueurs. Ils ont vraiment assuré leur coup, ça marche hyper bien. Et sans option, voilà, c'est de série, hein, contrairement à l'EAP sur Tesla qui vaut 3800 € si je dis pas de bêtises. Eh ben ça tombe bien que tu parles de l'EAP parce que on arrive à la fin de l'autoroute et on va pouvoir tester une fonctionnalité de l'EAP, donc à 3800 € qui est en série chez Xpeng. C'est que tu vas nous faire un petit parking auto pour te mettre à côté de moi. Avec plaisir, surtout que le parking auto d'Xpeng, pareil, j'adore. Alors là, pour le coup, je trouve que le changement de voie auto est mieux chez Xpeng que chez Tesla. Par contre, le parc auto de Tesla est un petit peu mieux que le parc auto de Xpeng. Mais il y a une version en Chine où on peut choisir où on veut mettre la voiture, son sens et tout. On l'a pas en France. Alors attends, je me gare. Bon allez, hop, j'y vais. Donc moi, si je dois le faire naturellement, j'arrive. Bah, je me mets en position, ouais, je veux dire, je vais me garer là à côté de sa voiture. Je vais faire ça, hop. Là, je vais marche arrière. Et là, il me propose normalement les places. Hop, je prends celle à côté de JC, démarrer. Là, je relâche le frein. Et là, elle va le faire toute seule. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'elle avance. Moi, j'aurais préféré qu'elle recule directement. Pour le coup, je le trouve un peu moins dynamique que la fois où je l'avais fait avec le G6. Mais là, on voit qu'elle est en train de se garer. Elle s'aligne bien. Est-ce qu'elle va bien jusqu'au fond ? C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Et chose qui est sympa, c'est que on peut le faire en dehors de la voiture. S'il faut qu'elle se gare entre deux piliers ou deux voitures garées un peu serrées dans un parking, on peut sortir de la voiture et le finir au téléphone. Par contre, on peut pas choisir son sens. Chez Mercedes, on peut. Par exemple, si on se gare dans un parking pour aller faire les courses, moi j'aime bien avoir le coffre côté rue quoi, pour charger quoi. Tu vois. T'as pris en photo la conso ? Non, si c'est ce que je vois là, c'est excellent. Excellent pour moi, c'est moins de 17. Bah, c'est presque excellent. Hein. Putain, mais c'est trop bizarre. Enfin là, non, facile, enfin, je m'attendais pas à ça. Hein. Sincèrement, j'ai une confiance assez moyenne sur le compteur de conso de cette voiture. Non mais c'est excellent quand même. On avait eu 18,8 à 120 en Espagne, mais ça montait, descendait. On avait dit, si elle fait moins de 18 à 120, c'est top. Là, elle a fait moins de 18 à 130, c'est ça que t'es en train de dire. Bah ouais, et bien moins de 18 quand même. C'est pas du 15, mais enfin là, c'est... Alors là, pour épater Alex, c'est que c'est bien. Hein. Bon allez, test de régène, à tout de suite. Le test de régène, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement essayer de mettre un chiffre sur la puissance du freinage régénératif. Comment ça se passe ? Alex, il est là, il part. Il va se mettre au bout de cette route, il va rouler à 80. Et quand il va passer devant moi, il va lâcher l'accélérateur. One pédale, la voiture va s'arrêter et on va mesurer grâce à un télémètre laser de golf combien de mètres la voiture parcourt avant de s'arrêter. Plus la distance est courte, plus elle a un freinage régénératif fort. Voilà, vous avez compris le concept. Et à la fin, ça fait un classement sur notre site lachaîneev.fr. Excellent site. Un peu moche, mais excellent. Avec plein de tableaux, plein de chiffres. Allez-y, mettez-le en favori. Allez hop, j'accélère à 80. Donc là, il n'y a pas de limiteur de vitesse, donc je suis obligé de le faire à la pédale. Hop là, il est passé. Les feux stop se sont allumés immédiatement. Et là, je laisse la voiture ralentir toute seule. Là, je touche plus aux pédales. Combien de mètres va-t-il parcourir ? Vu qu'elle one pédale, elle va jusqu'à l'arrêt complet. Je touche vraiment pas les pédales jusqu'à l'arrêt complet. Hop, arrêtez. 128 mètres. Oh, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, beaucoup. Hein. Et sur notre classement des forces de freinage régénératif, la Mercedes CLA avait mis 91 mètres pour s'arrêter. Je dirais dans les 125, 130. Belle estimation. Mais refais un deuxième coup. Ok. 133. Oh là là. Moi, je regarde mon estimation. Tu trouves qu'elle a un freinage régénératif plus faible que la B10, qui était à 114 mètres. Ouais. Eh ben, tu as raison. Putain, la question... T'as faut pas que je me gourre là. 124 au premier, 133 au deuxième. Ah, il a dit entre 125 et 130 déjà, donc ça... Donc ça fait un petit 128, En 129. sachant que le premier, j'étais à... Je pense quasiment pile 80. Et le deuxième, j'étais plus à 81. Donc ça collerait un peu plus à... Bon allez, on va dire 128. Donc entre 125 et 130, je suis content, une belle estimation. Mais pourtant, moi je trouve qu'elle a un beau freinage régénératif quand même. Il est... On sent qu'il y a de l'amortissement. Tu vois, Ouais. c'est pas d'un coup on met la régène. C'est zen, c'est smoothé, c'est... Voilà.
Bon, et bien voici Alex. C'est dommage, il trouvait pas la place à côté. Tu vois, un truc que je trouve dommage, c'est quand tu as une marche arrière, il y a les rétros qui se rabattent vers le bas, parce que tu peux le régler pour ça. Ouais. Sauf que t'as pas un moyen rapide de pouvoir le retirer. Et là, du coup, celui-là, tu vois, il est rentré vers le bas et du coup, j'aurais bien voulu pouvoir basculer et je peux pas. Il y a un truc qui est intéressant avec cette voiture, c'est que quand elle fait un parking automatique dans un endroit qui est un peu serré, elle rabat les rétroviseurs en disant c'est serré, je rabats les rétros. Elle regarde pas en serré trop donc. Non. Bon, vous avez remarqué, on n'est pas à l'endroit d'habitude parce qu'à l'endroit d'habitude, il y a du monde, c'est un peu compliqué. Mais vous inquiétez pas, on va mettre la voiture à recharger. D'ailleurs, on se met là, mais finalement, on va faire très court. On a déjà fait. Au revoir, c'est gentil quand même. Non, c'est mon X-Combo ça. Oh, putain, fallait pas que je me lève, putain, j'ai une envie de pisser, laisse tomber. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit dans aucune des vidéos, c'est ça. Elle a le soft close. Donc de toute façon, ça va être très rapide, on va pas faire le tour de la voiture. On l'a déjà fait à la présentation statique à Guangzhou. Donc si vous voulez voir les places arrière, le coffre, tout, c'est dans la présentation statique à Guangzhou. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement finalement regarder le port de charge. On va même pas pouvoir la brancher tout de suite, mais c'est pas grave. Tu vas le faire maintenant là? Allez, vas-y. Tu peux pas aller pisser là? Ah ouais, alors. Parce que là, j'en peux plus de ouf là. Alex, il a bu un petit au lit avant de partir. Ça a pris 2 litres de au lit. 2 litres, et là, il en peut plus. Alex, on fait la présentation jusqu'au bout, Ah, Alex. mais là, je vais te pisser dessus. Hein. Allez, montre-nous le port de charge, tu vas pisser après, là, vas-y. Oh putain. Non, mais là, je suis handicapé là. Ah, mais je crois qu'on peut pas l'ouvrir comme ça, si? Ça fait 2 fois que tu le dis, et à chaque fois. Ah, si, on peut. Ouais. Ah non, c'est sur la G9. Bon, vite fait, il n'y a pas de cache sur le T2, il y a un cache sur le CCS. Par contre, c'est le petit capuchon qu'on aime pas là qui se balade. Voilà. Il n'y a pas de bouton pour déverrouiller la prise depuis la prise, il faut le faire sur l'écran. Ça, c'est dommage. Ouais, mais bon, ça va. Voilà. Rien de Alors, on va spécial à parler faire. maintenant de tout ce qui est recharge, la courbe de charge. Donc, à 10%, elle prend 3. Attends! À 10%, elle prend 3. Attends! À 15%, elle prend 350. Attends, 2 secondes! Tu vas où là? Alex? Qu'est-ce que tu vas Il y a faire? des endroits où on peut uriner ou pas? Ah non, alors, la courbe de charge, à 20%, on prend 400 kg. Arrête, Alex, putain, reste là! T'es vraiment pas pro comme gars, putain, c'est un truc de fou, quoi. Alex! Non, mais ouais, t'as filmé avec les de ton bureau là. Allez! C'est quelle clé? Attends, faut que je. C'est laquelle de clé déjà? J'ai pissé dans la trappe d'égout là. Bon, pendant qu'Alex va satisfaire des besoins naturels, je vous rappelle quelque chose. C'est que si vous voulez une borne de recharge chez vous, bah c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne, il y a un formulaire, vous le remplissez. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre en relation avec 3 artisans de votre région. Ça peut être 2, ça peut être 1 même parfois si on n'a pas beaucoup d'artisans. Mais on va aller jusqu'à 3. Et comme ça, vous allez pouvoir comparer les prix et les services des artisans de votre région. Et c'est sans engagement, c'est-à-dire que vous êtes obligé de signer avec personne. Donc n'hésitez pas, ça se passe sur la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne, c'est évidemment gratuit. Allez, on passe au conso tout de suite. Bon, et bien, c'est parti pour les consos. Alors, les consos, j'ai l'impression qu'on a fait quelque chose de ouf. Alors, je le rappelle, pas d'éco-conduite, on conduit normalement. Je rappelle que j'ai une assez moyenne confiance sur les indications de conso de la voiture et elle compte pas les consos à l'arrêt et il n'y a pas de trip total. Bref, l'écart à la recharge, il ne veut rien dire. Voilà. On le dit tout de suite. Voilà. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre la bagnole, je vais faire 100 km non-stop, je vais la rebrancher et on aura un écart à la recharge fiable par rapport à sa recharge. Allez, on y va, on commence par la ville. Tu veux la conso ou le kilométrage? Kilométrage. C'est surtout que j'ai pas regardé. 6, 16, 8. Tu veux que je le lise? Oh, ta gueule. Tu veux mes lunettes? Allez, je peux tout faire de tête. Donc, on a fait 16,8 km et une conso qui est dans la norme de la Unique 28. Un 9 tout pile. D'après toi, combien j'ai fait en ville? Je dirais un 18. Wow, 18. Non. Parfait. Ah, je vous assure qu'on ne savait pas communiquer. Hein. 18, c'est bien. Pas 18, hein. 10,8. 8. C'est marqué là, en bas, avec l'écart entre les deux. C'est ça qui compte pour le classement final, vous allez voir dans quelques secondes. C'est pas exceptionnel, mais c'est hyper bien. Ouais, c'est bien, pas exceptionnel. C'est bien, ça va. On sent qu'il aime cette voiture. Mais non, mais c'est du 20 pouces et tout. Ça fait 300 chevaux, ça a les pneus en correspondance. 18, c'est bien. Ouais. Je suis désolé, Ouais. ça va maintenant. On passe à la route. À la route, on a fait 25 km, je le sais, c'est toujours 25 Je m'en km. souvenais du chiffre, vous pouvez le dire aussi, mais. T'as consommé combien? 10 tout pile. Alors, combien sur la route d'après toi? 11,7. Ah, 12,2. Ah. 12,2, c'est pas mal. Oui, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est très bien. Et donc maintenant, on passe à l'autoroute. Du coup, Petite c'est moi danse. qui. Voilà. Moonwalk. Hop là. Sur l'autoroute, on a fait 87,4 km à 110 km/h de moyenne. Et donc, j'ai consommé 15,5. Alors moi, je trouve ça franchement excellent. Elle a fait 17,1. Ah, c'est bizarre.
Ouais, c'est bizarre. En effet, on trouve ça bizarre. Pourquoi? Parce que lors de notre essai à Barcelone, sur des autoroutes limitées à 120, on avait consommé 18,8 kWh au 100. C'était sur un parcours vallonné, mais quand même. Et moi, quand j'ai ramené la voiture de Paris jusqu'au bassin d'Arcachon, j'ai pas consommé 17,1, pas du tout. J'ai consommé plus. Bref, il y a un truc qui collait pas. Et ça s'est confirmé quand la voiture a fini de surcharger à 100%. On a constaté un écart à la recharge de 35%, ce qui est énorme. En général, c'est plutôt 12. Même si on a vu que la voiture ne compte pas les consos à l'arrêt, 35%, il y a un problème. Donc ce que j'ai fait, c'est que le soir, je suis retourné au bureau, j'ai pris la P7 Plus qui venait de terminer de charger, qui était à 100%, et je suis reparti faire le trajet d'autoroute. Je suis parti à froid, il faisait plus froid, ça roulait mieux parce qu'il y avait moins de monde sur l'autoroute, et à la fin, j'ai consommé 20,5 kWh au 100. Mais surtout, quand j'ai remis la voiture à charger à 100%, j'avais un écart à la recharge de 12,5%, ce qui est un chiffre normal. Ce qui veut dire que le compteur de consommation est fiable. Partant du fait que le compteur de conso est fiable, et que la conso ne pouvait pas être de 17,1 sur l'autoroute, alors le problème ne pouvait venir que d'une seule chose, le compteur de conso ne s'était pas remis à zéro complètement entre deux trajets. Et après avoir retourné les chiffres dans tous les sens, on s'est rendu compte que le compteur de conso s'était sûrement pas remis à zéro complètement entre le trajet route et le trajet autoroute. Et c'est clairement un bug parce qu'à l'écran, le graphe était vide, ce qui voulait dire qu'il y avait eu une remise à zéro. Donc si on part du principe que la conso de ville, elle est de 10,8, on en est sûr, que la conso de route, elle est de 12,2, on en est quasiment sûr, alors ça fait que la voiture aurait consommé 18,5 kWh au 100 sur l'autoroute. D'ailleurs, pour en avoir le cœur net, on a pris la courbe de conso de la section autoroute qu'a fait Alex lors du Ioniq 28 Challenge et on l'a superposé avec la conso d'autoroute que j'ai eue la nuit, tout en sachant que moi j'étais certain d'avoir consommé 20,5 kWh au 100. On a envoyé tout ça à ChatGPT et Claude et on leur a demandé pour eux, suivant les différences de courbe, quelle aurait pu être la consommation d'Alex. Et ils nous ont donné une fourchette entre 18 et 19 kWh au 100, donc ça colle. Bref, la consommation d'autoroute qu'on va retenir pour ce Ioniq 28 Challenge pour la P7 Plus, long range propulsion, c'est 18,5 kWh au 100. Et là, on a très envie d'un truc, c'est que enfin Xpeng implémente des tripes A, tripes B, avec des compteurs de conso qui marchent, parce que c'est vraiment un des plus gros défauts de leur voiture. Et du coup, maintenant qu'on a des chiffres fiables, on va pouvoir passer tout ça à la moulinette du Ioniq 28 Challenge. Je vous explique comment ça fonctionne. D'abord, on fait la moyenne de toutes les consos de la Ioniq 28 depuis le début de nos essais, c'est-à-dire 54 essais quand même. Et ensuite, on applique à ces moyennes les écarts en consommation obtenu par la P7 Plus dans le test d'aujourd'hui. Ça nous donne les consommations normalisées suivantes: 11,2 kWh au 100 en ville, 12,3 sur la route, 18,9 sur l'autoroute pour une consommation mixte de 14,1 kWh au 100. Et vu que la batterie fait 74,9 kWh, ça nous donne les autonomies suivantes: 669 km en ville, 609 km sur route, 396 km sur autoroute de 100 à 0% et 277 km sur autoroute de 80 à 10%, c'est-à-dire entre deux bornes. Ça donne une autonomie mixte de 547 km, c'est-à-dire supérieure au WLTP de 530. Pour l'écart à la recharge, on va partir sur mon trajet d'autoroute de nuit, j'ai consommé 20,14 kWh. La borne m'a dit qu'avoir renvoyé 22,65 kWh dans la batterie, ce qui fait un écart à la recharge, on l'a dit, de 12,5%. Si on applique ces 12,5% à la consommation mixte relevée lors de notre test, ça la fait passer de 14,1 à 15,9 kWh au 100. Et ça place la Xpeng P7 Plus Long Range Propulsion à la 11e place sur 54 de notre classement. Un classement dont on peut voir l'extrait ici. La P7 Plus se place derrière la Ioniq 6 Propulsion et derrière l'i17 Tourer, mais devant l'Audi A6 e-tron. C'est pas mal. D'ailleurs, vous remarquerez qu'à partir d'aujourd'hui, à côté de l'écart à la recharge sur nos tableaux de la chaîne EV.fr, il y a un petit picto qui indique si la voiture compte les consommations à l'arrêt. Et si elle ne les comptait pas, ça vous avertit que ce score d'écart à la recharge ne reflète pas forcément la réalité. Avec l'autonomie sur autoroute croisée au temps qu'elle met pour faire un 10,80, ça la place à la première position dans notre classement des vitesses de recharge avec 1385 km rechargés par heure en moyenne. Ça y est, la Ioniq 6 s'est faite détrôner. Et la première place, elle les prend aussi dans notre simulation pour parcourir 1000 km avec 2 minutes de moins que la Ioniq 6, 3 minutes de moins que l'Audi A6 e-tron et 4 minutes de moins que la Mercedes CLA. C'est très serré. Et enfin, la partie financière, en rechargeant cette P7 Plus à la maison avec son autonomie mixte au prix en heure creuse EDF, ça vous coûtera 2,60€ pour faire 100 km. Et sur autoroute, au tarif de 0,59€ le kilowattheure, ça vous coûtera 11,20€. Mais sachez qu'il y a plein de solutions pour payer moins cher les recharges sur longue distance. Rendez-vous sur notre site, lachaînev.fr, rubrique prix de la recharge rapide. On classe tous les opérateurs de recharge du moins cher au plus cher avec des abonnements, des codes promo. Et cette page est mise à jour en permanence. Et puis sur la chaîne ev.fr, vous pouvez retrouver aussi tous les chiffres et tous les classements de tous nos essais. Allez, on passe à la conclusion. Petite conclusion sur cette voiture. Je donne ma conclusion et toi tu vas pas la donner
tu vas la rouler pendant 5 jours et on va intégrer, tu vas te filmer avec ton portable, tu vas faire une petite conclusion sur ce que tu en penses au bout de 5 jours et je l'intégrerai après. Moi, je trouve que c'est une des meilleures offres en voiture électrique possible. C'est-à-dire que la voiture ne souffre de quasiment aucun défaut. Ça consomme pas trop, ça charge vite, l'OS, il est à jour, il y a des mises à jour, c'est ultra confortable, c'est over bien équipé pour 49 990 €. Il n'y a pas d'équivalent. C'est pas parfait, c'est absolument pas parfait, mais pour moi, Non mais là on sent que t'es Difficile de amoureux, faire mieux. on sent que t'es amoureux aussi. c'est difficile de faire mieux. Est-ce que tu as essayé globalement une voiture que tu pourrais autant conseiller que celle-là? Alors déjà je conseille grandement le G6 de base, Là, c'est un G6 plus efficient avec un tête haute de malade. Et plus d'équipement parce que siège ventilé, chauffant, machin, arrière, il n'y a pas sur le G6. Tu me la vendes ou... Plus un écran. Oh, il y a un truc qu'on n'a pas dit. L'écran arrière, il est nul. Ouais, l'écran arrière, c'est pas du tout comme chez Tesla, on peut pas regarder de vidéo. Les gosses à l'arrière peuvent pas regarder du YouTube. Moi, mon ressenti, alors oui, elle souffre pas de gros défauts, ça je suis d'accord, elle coche quasiment toutes les cases. Je trouve que ça manque un petit peu de dynamisme, même si c'est mieux avec effectivement en passant de mode sport sur la pédale. Par contre, moi esthétiquement, je suis quand même pas fan. C'est vraiment la zen attitude qui est mise en avant dans le feeling. Dès que tu pars, tu sens que t'es bien et tout. Ça, c'est super. Après, moi, je suis pas client. Je sais que je suis pas client. Trop de douceur dans tout ça. Par contre, je suis sûr qu'une grosse majorité des gens seront clients. Mais il veut une Ioniq 5N. Évidemment qu'il n'est pas client. Mais par contre, je conseille grandement cette voiture. Ça, c'est indéniable. Et du coup, mon avis, s'il a changé d'avis après une semaine. Oui, l'avis d'Alex, maintenant. Bon bah ça fait quelques jours que je roule du coup en P7 Plus pour aller au boulot, voilà mon quotidien. Ma faut avouer qu'au final le lag que je trouvais à l'accélérateur, il est plutôt très acceptable. Il me semble même que c'est mieux que ma Ioniq 6 au final. Parfois on est critique et au final quand on le fait au quotidien, on se rend compte qu'en fait il y a un bon feeling. La puissance, en fait elle arrive quand même assez rapidement, donc dès qu'on va faire des petites accels sorties de rond-point, en fait ça part quand même plutôt pas mal, donc plutôt bonne surprise. Pareil, c'est des détails, mais je trouve que les pare-soleils sont moussés avec un petit daim dessus et tout, c'est plutôt bien. Alors que si on prend par exemple une BM, tout ça c'est en plastique. Et pour la clé sur téléphone, alors moi sur Android, ça m'arrive assez régulièrement d'arriver à la voiture et qu'elle s'ouvre pas tout de suite. Et là, il faut que je prenne le téléphone, je lance l'appli Xpeng et là, ça s'ouvre. Donc voilà, est-ce que sur iPhone, ça marche mieux que sur Android? Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai pas une super expérience. Au final, j'ai chaque fois réussi à partir et la voiture s'est fermée quand je m'éloignais, ça n'y a pas de problème. Par contre, c'était pas toujours sans couture. Il y a encore un petit bémol, j'ai toujours rajouté des petits bémols. J'ai trouvé que sur route secondaire, elle a tendance à avoir l'alerte de franchissement qui prend le dessus. Alors, on peut le désactiver, mais par contre, on peut pas le mettre dans le paramètre de désactivation par défaut. Donc, sur route secondaire, j'aurais tendance à carrément retirer l'alerte de franchissement de ligne. Je coupe Alex 10 secondes pour dire que oui, l'anti-franchissement de ligne, il est horrible. Et pour le désactiver, il faut aller dans le menu des aides à la conduite et il se réactive à chaque démarrage. Mais on pense que c'est un bug. Pourquoi? Parce que sur l'écran, au niveau des réglages de l'anti-franchissement de ligne, le curseur pour choisir sa sensibilité bouge tout seul. Du coup, c'est clairement buggé. Et nous, on pense qu'il est bloqué en sensibilité forte. Donc maintenant, il va falloir attendre de voir si Xpeng corrige ça rapidement. Et donc pour conclure, je pense que c'est la première Xpeng que je pourrais avoir au-delà du design, en tout cas au niveau de l'agrément de conduite, l'infodivertissement, le tête haute, voilà, le feeling. Moi, ça coche quasiment toutes les cases, sauf effectivement le design où je suis pas forcément fan et j'aimerais bien un peu plus de puissance aussi. Et moi, il me manque des paillettes au volant pour faire vroom vroom. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette P7 Plus. Ah, je voulais dire un dernier truc. J'ai fait une demande de chiffrage pour cette voiture chez Xpeng, en LOA, en LED. Ah, c'était pas terrible. Xpeng n'est pas très bien placé sur ses propres voitures. Mais en passant par notre service de LOA LLD sur la chaîne EV.fr, comparé les LOA LLD, les partenaires avec qui on bosse ont des meilleures offres. Donc je vous encourage vraiment à scanner le QR code que je mets sur les parties génitales d'Alex. Ah oui, et quoi, il y a un truc? Il y a un QR code là. Ah, ok, super. Il est tenu, je vous dis pas comment. Si vous voulez vraiment une Xpeng et que vous voulez moins cher que chez Xpeng, scannez ce QR code, faites une demande, remplissez le formulaire, vous serez mis en relation avec des gens qui ont des offres meilleures qu'Xpeng. Voilà, je voulais le dire. Bon, allez, merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! La bise. Allez, je me casse. T'es vraiment pas pro comme gars, putain, c'est un truc de fou quoi. Alex! Non mais ouais, filme avec ton bureau là. Non, il en peut plus. Regarde.